C'est bon? Nadine, tu me C'est confirmes? bon. Ok, super. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'ai toujours grand plaisir à faire des interventions parce que les interventions comme ça, c'est dans mon métier de sophrologue, c'est aussi l'apport de théorie. Et vous allez voir que bien souvent, on peine dans notre éducation, on peine à faire des explications et que bientôt, bien souvent, un peu de physiologie règle beaucoup de problèmes ou vous amène des réponses à des situations ou des questions que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Je m'appelle donc Myriam Frey, je suis sophrologue et hypnothérapeute. Je suis sur la région de Aix-en-Provence. Pour ceux et celles qui étaient avec nous dès le départ, j'ai habité l'Île-de-France pendant très longtemps et j'ai été à l'époque sophrologue à la Frette-sur-Seine dans le 95. Et j'étais aussi vice-présidente de la Chambre syndicale de la sophrologie, qui est le plus gros syndicat de sophrologues, où à l'époque, j'avais rencontré Ghislaine, qui à l'époque était présidente. On avait fait des interventions ensemble. On s'est croisés à plusieurs reprises aussi sur des manifestations. La fibromyalgie, ça m'a toujours parlé parce que je suis moi-même douloureuse avec une syringomyélie, donc des douleurs neuropathiques qui sont, comme toute douleur, toujours un petit peu embêtantes. Et depuis très longtemps, et ben, en fait, je m'aperçois que mon mode de vie, mon mode de fonctionnement, et notamment la gestion du stress, va beaucoup jouer sur ces différentes problématiques. Aujourd'hui, moi, je suis sophrologue depuis 12 ans maintenant, quasiment. On va discuter un petit peu de cette notion de stress, mais on va aller un petit peu plus loin puisque je sais que vous avez déjà eu une présentation sur le stress. Donc, on va reprendre un petit peu les bases du stress parce que c'est important. Mais on va aussi, je vais essayer de vous faire découvrir cette notion qui est celle des trois cerveaux. Vous allez voir, je trouve ça très intéressant. Et puis, on va aussi essayer de voir comment on peut apporter des solutions parce que voir des choses, c'est top, mais c'est quand même mieux si on peut aussi vous apporter des solutions. Et je finirai en vous présentant notre application. Ce que je disais tout à l'heure, l'application, c'est Toya. Toya ma post sophro. Nous sommes partenaires avec Fibromyalgie SOS et peut-être que certains d'entre vous ont eu la possibilité de profiter, puisque nous avons fait 2 fois déjà un tirage au sort et que par 2 fois, nous avons fait 40 fois un mois d'utilisation de cette application. Ghislaine, d'ailleurs, on avait eu l'utilisation, mais avait fait un retour très intéressant et je te remercie encore, Ghislaine, pour ce retour. Donc ça, c'est ce qu'on fera vraiment à la fin. Alors, je vais vous partager mon écran. J'ai plein de choses à vous montrer. Hop, il va falloir que vous soyez gentils avec moi parce que je ne suis pas toujours une as du partage d'écran. Alors, hop, on va faire partager. Et de là, on va aller ici et on va aller ici. Voilà. Donc, normalement, vous devez avoir mon partage d'écran total et complet avec cette slide qui est stress. Connaissez-vous vos 3 cerveaux? Et l'idée, ça va être bien de vous expliquer pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez lors d'un stress. J'aime beaucoup cette petite idée qui est quand même de dire je suis en stress à l'idée d'être stressée avant même qu'une situation stressante ne me stresse, car je sais que je vais bientôt être stressée. Alors ça va en faire sourire plus d'un, mais globalement, c'est quand même un petit peu ce que vous vivez. C'est-à-dire que vous allez voir que les situations, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, vous allez tellement être dans cette notion de stress que vous allez anticiper les situations et notamment créer un stress supplémentaire qui revient encore à la charge de l'autre côté. Et comme ça, vous me faites une espèce de énorme spirale dans laquelle vous avez souvent bien du mal à vous dépaître. C'est vraiment, cette phrase, c'est vraiment revenir à ce qui, parfois, ce que moi j'appelle les idées qui tournent boucle. Et ça en fait vraiment partie, puisqu'on va parler du cerveau, d'avoir
ces idées qui tournent, dans laquelle, en fait, quand vous réfléchissez un minimum et quand vous pouvez la regarder de façon un petit peu posée, eh bien, parfois, il n'y a pas de solution et c'est pour ça que ça tourne, puisque vous connaissez que la grande théorie dit que quand il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Mais le stress, cette notion que vous avez, fait que vous n'arrivez pas à sortir de la spirale et plus vous montez dans la spirale et plus la spirale est grande et plus elle va entraîner les choses, les émotions, les sensations, mais aussi, on va le voir tout à l'heure, le côté physiologique des choses, parce que le stress, c'est une émotion, et une émotion, c'est avant tout quelque chose de physiologique, quelque chose que vous ressentez dans votre corps et pas seulement dans votre tête. Alors, le stress, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, ça va être quand même de repartir un petit peu sur la base. Et la première base, c'est un petit peu de savoir de quoi on parle. Le stress, qu'est-ce que c'est? En fait, on peut imaginer que le stress, c'est un peu comme une espèce d'impulsion électrique. En fait, c'est une petite charge d'adrénaline qui est sécrétée au niveau du cerveau et qui va être envoyée au niveau du corps, et par le côté sympathique du cerveau. Et en fait, cette petite décharge électrique, elle n'est en fait qu'une alarme. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre quelque chose de très basique. Vous traversez la rue et puis on est dans une journée un peu, voilà, où vous êtes un peu patraque, vous n'avez pas bien dormi, vous êtes un peu dans la lune, vous ne faites pas très attention, vous traversez la route sans, vous savez, avec les voitures électriques maintenant, il faut faire 2 fois plus attention. Et à ce moment-là, eh bien, la voiture klaxonne. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez, voilà, ça, c'est un stress. Le stress, en fait, c'est une alarme, c'est une petite impulsion électrique qui vous dit, hey, là, il se passe quelque chose. C'est parfois pas beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est ça qui est intéressant, ça va être de remettre les choses pour ce qu'elles sont. Alors, on revient toujours sur ce stress, c'est quoi? Eh bien, le stress, pendant très longtemps, a été considéré un petit peu comme une fatalité, un peu comme une espèce d'aléa de la vie moderne. Et pourtant, il faut savoir qu'on peut agir sur le stress en le transformant en énergie positive. La chose qui a évolué, eh bien souvent, c'est souvent les aléas de la vie. Quand on parle d'aléas de la vie, il est certain que nos grands-parents n'avaient pas les mêmes problématiques que nous. Si vous regardez bien, le premier rapport sur le stress qui a été commandé par l'État français, si ma mémoire est bonne, c'est le rapport Bertrand, on est dans les années 93. Donc, c'est quelque chose de très, très récent de prendre conscience de ce stress au quotidien. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment contemporain. On parle quand même de quelque chose qui a pas encore 30 ans, quoi. Donc, c'est ça qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on parle des aléas de la vie et du changement un petit peu ça peut apporter sur nous. Il faut savoir que le stress, ça n'est pas un ennemi, c'est aussi une espèce de réflexe de survie, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure. En fait, cette petite chose qui vous dit, hé, là, il va se passer quelque chose, et tu fais quoi? En fait, c'est vraiment ça. C'est une alerte et il faut bien prendre conscience que si vous n'avez pas de stress, vous ne pouvez pas vivre. C'est impossible. Sans stress, on est un légume. Quand on prend quelqu'un qui est, quand on parle de mort cérébrale, eh bien en fait, c'est la partie sympathique du cerveau qui ne répond plus. Et c'est à l'intérieur de cette partie sympathique du cerveau que va se déverser ces petites doses d'adrénaline qui font qu'en fait, on est en vie. C'est aussi ces petites doses d'adrénaline qui vont faire battre le cœur, qui vous font tourner la tête quand il y a un bruit, qui vous font avoir faim, qui vous font écouter, marcher, penser. Donc, il faut bien comprendre que ce stress, c'est vraiment en fait quelque chose de vital. Sans stress, il n'y a pas de vie. C'est ce que vous allez faire de ce stress qui va faire que les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Et en fait, si on regarde bien, le stress, c'est quoi? C'est la capacité des humains à donner une réponse adaptée à une situation. Et c'est bien notre attitude face au stress qui pose problème. Le problème, c'est nous, c'est pas les autres. Quand je fais des ateliers
par exemple, sur les émotions, j'ai souvent tendance à dire ça. On entend toujours « Ah là là, il m'a mis en colère ». Mais non, mais personne ne vous met en colère. Enfin, vous n'êtes pas un jukebox. On ne vient pas mettre 1 € pour appuyer sur le bouton de la colère. Personne ne vous met en colère. Vous faites ça très, très bien tout seul. Et ben, le stress, c'est pareil. Les situations ne sont pas stressantes. C'est votre réponse à la situation qui devient stressante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut comprendre que pour ce coup, eh bien, ce stress n'est pas un ennemi. Le stress est un ami, puisque le stress est une alarme. Allez, on continue. Alors, on va parler un petit peu de cette définition qui est pour moi très intéressante, que je trouve qui explique déjà beaucoup de choses. Alors, le mot stress, à la base, c'est un terme anglo-saxon qui désigne une forme de pression, une forme de tension. Mais c'est aussi une racine latine qui vient du verbe, donc du latin, et du verbe stringere. Et le verbe stringere, en latin, ça signifie serrer, ça signifie resserrer, et ça donne en vieux français estresser, et estresser, ça veut dire l'étroitesse, un peu comme si on pouvait dire serrer de l'intérieur. Vous allez voir, je pense que ça va vous parler. Le stress, c'est donc un nom qu'on donne à des efforts d'ajustement, ajustement à notre milieu. Le stress, c'est en fait la réponse de notre organisme à toutes les sollicitations extérieures. Et cette notion de stress, déstresser, de serrer de l'intérieur, je vais vous la montrer de façon très, très simple. Si vous êtes assis, mettez les 2 pieds à plat. Voilà, mettez bien vos 2 pieds bien à plat sur le sol. Vous me décroisez les jambes. Vous allez poser tout simplement les mains sur les cuisses. Vous allez vous tenir bien droit. Et ce que vous allez faire, un exercice de quelques secondes, vous allez prendre une inspiration, peu importe, par le nez, par la bouche, ça n'a pas d'importance. Toute petite inspiration. Vous allez bloquer votre respiration et vous allez venir serrer tous les muscles de votre corps. Ça va donner ça. Allez, faites-le avec moi. On inspire, on bloque et on serre. Voilà, tous les muscles de votre corps. Et dans cette posture, vous inspirez par le nez. Et puis vous relâchez. Relâchez complètement. Et là, vous inspirez par le nez. Voilà ce que ça veut dire être serré de l'intérieur. Et souvent, cette posture que vous allez avoir, alors là, on l'a grossi, on l'a fait vraiment énorme, mais c'est le premier réflexe que vous avez. C'est pour ça que je vous dis, c'est votre posture face au stress qui va faire la problématique. Pourquoi? Parce que dès que quelque chose vous contrarie, dès que quelque chose ne va pas, le premier réflexe que vous avez, c'est celui-là, de remonter. Et vous qui êtes douloureux, c'est aussi ça. Vous savez, on vous l'a déjà dit, je l'espère, la réponse à la douleur, plus vous vous contractez, plus la sensation à la douleur va être importante. Une sensation, une douleur qui est là, soit vous êtes dans l'accueil de votre douleur, et voilà, elle va naviguer entre les deux. À partir du moment où vous allez commencer à vous resserrer sur cette douleur, la sensation à la douleur va monter, c'est obligatoire. Donc la notion de stress, pour vous, d'accueil du stress, d'accueil de la situation, elle est primordiale parce qu'elle est à la base de la prise en charge de la douleur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. D'ailleurs, je vais vous le montrer, je vais vous le redémontrer différemment. Il y a certainement, on est 94, avec 94 participants, donc il doit y avoir une bonne partie de ces participants qui ont eu des enfants. Vous savez que la sophrologie a été une des premières choses qu'on a utilisées pour la gestion de la douleur et notamment les bases de cette fameuse accouchement sans douleur. Bon, c'était un peu, moi j'ai 4 garçons, hein, je peux vous dire, on a quand même été un petit peu bluffés sur cette idée, mais bon, c'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un accouchement? Le corps envoie des décharges pour pouvoir aller vers l'utérus, donc des contractions pour que cet utérus s'ouvre. Okay, donc, vous avez le corps et là, j'ai le corps, enfin le cerveau qui envoie les contractions. Vous êtes ici. Il y a 2 solutions. Soit vous accueillez la contraction. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hop, on s'ouvre, l'utérus s'ouvre. Soit vous vous contractez, vous vous resserrez, vous luttez contre la douleur en serrant. Vous repoussez la douleur. Le corps envoie des charges plus importantes pour essayer de revenir.
et vous vous recontractez. Pour finir, il envoie des contractions qui sont plus rythmées ou plus importantes, de manière à ce que, en fait, l'utérus va finir par s'ouvrir. Pourquoi aujourd'hui, quand on fait des péridurales, on a des ouvertures d'utérus qui se font plus facilement? Tout simplement parce que comme il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de lutte. Et du coup, le travail se fait plus facilement. Donc ça, c'est une petite aparté, mais c'est important de comprendre pour vous qui êtes vraiment des personnes douloureuses que le stress et notamment les contractions que vous allez émettre sont vos pires ennemis dans la gestion de ce stress et dans la gestion de votre douleur. Quand on regarde ça, au vu de ça, en fait, encore une fois, le stress, ça n'est ni plus ni moins qu'un effort d'adaptation. Soit, en fait, vous allez vivre une situation et vous allez vous adapter à cette situation. Moi, j'ai tendance à dire plutôt qu'adaptation, plutôt que gérer, puisque pour moi, gérer, c'est déjà un problème. Quand vous me dites, il faut que je gère mes enfants, voilà, moi, je préfère dire, moi, j'accueille mes enfants ce week-end. Gérer, c'est déjà une problématique. Donc, en fait, on est vraiment dans un accueil de la situation. Si j'accueille la situation, eh bien, vous allez voir que tout va bien. À partir du moment où je vais commencer à essayer de gérer, à partir du moment où je vais commencer à essayer de lutter, eh ben, c'est là où je vais finir par perdre pied et où ce stress devient un mauvais stress. On peut imaginer qu'on a le stress, qui est comme ça, on a le mauvais stress et on a aussi ce qu'on appelle le E-stress, le E-stress, E-U-I, EU stress, c'est ce qu'on appelle le bon stress. Ça, c'est celui que vont aller chercher les personnes qui font parfois des sports un peu extravagants, du hors-piste ou des choses comme ça. Ils vont chercher l'adrénaline, en fait. D'accord? Ils vont chercher. Et c'est souvent un piège aussi parce qu'ils vont avoir un besoin d'adrénaline de plus en plus grand, de plus en plus fort, jusqu'à parfois se mettre aussi en difficulté, voire se mettre en danger. Donc, stress, E-stress, le très bon stress, celui qui nous fait du bien. Et puis après, le distress, le stress que vous appelez stress, tout simplement, celui qui, en fait, fait que les situations ont tendance à devenir compliquées. Alors, votre cerveau, et c'est là où on en vient, puisque tout ce que je vous ai appris, c'était un petit rappel, parce que je sais que, je pense que tout le monde n'avait peut-être pas vu la conférence sur le stress qui avait déjà été donnée auparavant. Ça me paraissait important de remettre un petit peu une idée et les bases de ce qu'est le stress. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est nos fameux 3 cerveaux, parce que oui, écoutez, nous avons 3 cerveaux. Alors, bien sûr que non, on n'en a qu'un seul, c'est un petit peu simpliste, mais moi j'aime bien les dessins, j'aime bien les choses comme ça où on peut expliquer de cette façon-là. Alors, on va imaginer quoi? On va imaginer que, eh bien, votre cerveau, notre cerveau aujourd'hui, est fabriqué comme un jeu de Lego dans lequel il y a en fait 3 cerveaux. Le premier cerveau, c'est celui-ci, c'est le cerveau reptilien. On peut imaginer le cerveau primaire, celui qu'on avait il y a fort longtemps, vous allez voir. Et puis, sur ce cerveau est venu se greffer un deuxième cerveau. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus qu'un, non, ça veut dire qu'on a toujours les deux. On a celui-là et on a une espèce d'excroissance, on pourrait imaginer ça comme ça, qui est venu se greffer dessus. Et puis encore un peu plus tard, eh bien, ce cerveau a évolué avec le cortex et du coup, ce cerveau, maintenant, il est composé des trois cerveaux, ceux qu'on connaît aujourd'hui, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex, ce qu'on appelle le gros cerveau. Hop. Alors, ouais, je sais, elle est mignonne cette petite slide. Alors, notre premier cerveau, le premier cerveau, on est d'accord, c'est celui-ci, le cerveau reptilien. Alors, le cerveau reptilien, ça vous parle peut-être parce que, vous savez, on dit souvent les hommes sont très reptiliens. Vous allez comprendre pourquoi. Désolée, messieurs, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est comme ça, c'est un état de fait. Notre cerveau reptilien, eh bien, c'est le cerveau de la survie. Exactement, c'est le cerveau primaire. On peut imaginer que ce cerveau primaire, en fait, eh bien, c'est le cerveau de Cro-Magnon. Voilà, exactement. Et Cro-Magnon, dans sa petite vie, eh bien, il n'a pas grand-chose, à faire, il n'a pas grand-chose dans ses occupations.
Il y en a trois. Il y a trois occupations prioritaires pour Cro-Magnon. La première, eh bien, c'est de se nourrir, donc de chasser pour se nourrir. La deuxième des choses importantes pour Cro-Magnon, c'est défendre son territoire et pour se protéger, bien évidemment. Et la troisième chose, eh bien, c'est se reproduire. Si vous regardez bien, on parle de quoi? Eh bien, on parle des mammifères en règle générale. Si vous prenez un lion dans la nature, dans la savane, eh bien, notre lion, il va chasser pour se nourrir, pour nourrir la meute. Il va bien évidemment défendre son territoire. Et puis, il va aussi chercher à se reproduire. Vous êtes nombreux là et nombreuses à avoir, j'ai vu passer des chiens, des chats, c'est la même problématique. Un chien, un mâle qui va se sauver de ses maîtres. Pourquoi? Parce qu'il a senti que la femelle qui est à 3 ou 4 kilomètres a ses chaleurs et lui, il ne se pose pas la question quand il part. Même si c'est un dog allemand, il ne se pose pas la question si c'est un York, si elle est brune, si elle est blonde, si elle est intelligente, si elle ne l'est pas, si elle est petite, si elle est grande. Il s'en fout. Son horloge biologique lui dit juste qu'il a une notion, celle de se reproduire. Et c'est exactement pour la chienne qui est à... Bon, je cafouille aujourd'hui. C'est exactement pareil pour la chienne qui est à 2 kilomètres. Elle a ses chaleurs, elle s'en fout, elle sait que la seule chose qu'elle a à faire, c'est se reproduire. Donc ça, c'est vraiment les bases. Voilà, les bases de Cro-Magnon. Et puis, on évolue un petit peu, on arrive à Néandertal, on garde notre cerveau reptilien et sur ce cerveau reptilien va venir se greffer ici le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, il va nous apporter quoi? Eh bien, le cerveau limbique, il va nous apporter les premiers apprentissages, les premières acquisitions. C'est Néandertal, donc on est sur l'arrivée du feu, sur l'arrivée de l'outil. Donc, on est vraiment sur de l'apprentissage. On est aussi sur la mémoire des émotions. C'est le début de la mémoire des émotions. J'aime, j'aime pas, je peux savoir que ça j'aime, que ça je n'aime pas. Et en fait, il y a aussi une évolution, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir une notion de se reproduire avec sa mémoire de l'émotion, mais plutôt on va partir sur l'idée du couple. C'est la notion de couple va commencer à arriver à ce moment-là. Et puis, on évolue encore et encore, et nous voici maintenant avec nous, aujourd'hui, l'homme avec un grand H, avec ce gros cerveau ici, qui s'est hyper développé, qui s'appelle le cortex. Alors, ne vous focalisez pas, j'ai mis un homme parce que je l'appelle homme avec un grand H, comme l'humain d'aujourd'hui. Et en fait, ce cerveau, ce cortex, celui maintenant du raisonnement, c'est aussi celui de l'intelligence créative et solidaire, et c'est aussi celui du traitement de l'information. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre cette notion, de savoir et de bien comprendre que, en fait, ces trois cerveaux, vous les avez en vous, et vous allez voir que régulièrement, ce qui se passe, c'est que vous allez faire l'ascenseur entre les deux. Et faire l'ascenseur entre les deux, eh bien, c'est pas grave. Au contraire, c'est très, très bien, puisque quelque part, si vous faites l'ascenseur entre vos trois cerveaux, c'est que vous avez développé justement cette capacité aussi à pouvoir les utiliser. Le problème face au stress, c'est que souvent vous descendez, mais vous avez beaucoup de mal à remonter. Et quand on descend, on se retrouve dans une capacité de survie, alors qu'ici, on est dans une capacité d'intelligence créative. OK? Alors, notre cerveau reptilien, en fait, on va je vais essayer par rapport au stress, de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Quand vous êtes face à une problématique, quelle qu'elle soit, une situation une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous adapter, de fait, hop, vous descendez ici. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple très basique. Je ne sais pas, moi, tiens, vous êtes au travail ou vous êtes chez vous, vous êtes de bonne humeur, tout va bien.
vous avez… oh, bah tiens, on va prendre un truc qui m'est arrivé encore la semaine dernière. Tiens. Donc, en fait, vous êtes chez vous et vous attendez les enfants pour venir manger le midi. Et coup de téléphone, donc ça fait déjà 2h30 que vous êtes dans la cuisine. Coup de téléphone, et là, vous avez votre fils ou votre fille qui vous dit, écoute, écoute, on ne va pas venir parce que, en fait, Patrice, il est parti faire du vélo et puis bon, ça va faire trop tard, donc on ne va pas venir. Et là, en fait, vous dites, oui, bon, bah d'accord, ok, vous raccrochez, puis vous dites, ouais, fais chier, il y en a marre, patati, c'est toujours pareil, ils préviennent toujours à la dernière minute, patati, gna, 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 gna. En fait, qu'est-ce qui se passe? Situation, vous n'arrivez pas à vous adapter. Quand vous décrochez le téléphone, vous êtes ici. On a un micro, je crois, qui est rallumé. Quand vous décrochez le téléphone, vous êtes ici. À partir du moment où vous avez raccroché le téléphone, vous êtes là. C'est-à-dire que vous vous mettez en mode survie. Et c'est là que vont commencer à intervenir les problèmes. Pourquoi? Parce que quand vous mettez votre cerveau en mode survie, c'est-à-dire que quand vous redescendez dans ce mode un petit peu reptilien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vécu une situation compliquée. On va prendre, tiens, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Vous avez un IRM à faire, tiens, j'aime beaucoup l'IRM. Vous avez un IRM à faire et vous êtes dans vous savez, ce placard à balai où on vous met là, parce que déjà l'IRM, c'est déjà un petit peu difficile. Mais en plus, on vous met dans un truc, je pense que la dernière fois où j'en ai fait un, je ne pouvais même pas me retourner, quoi. J'étais obligée de me mettre sur le côté. Puis on va bien fermer les portes de chaque côté. Et là, voilà, là, vous commencez à ne pas être bien. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous commencez à ne pas être bien? Vous n'êtes pas bien, votre cœur bat plus vite, vous avez chaud, vous avez froid, vous commencez à être oppressé. Du coup, vous vous dites, oh là là, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Vous continuez à vous dire ça va pas, mais plus vous vous dites ça va pas, et plus les choses prennent de l'ampleur, de l'amplitude, à un tel moment que vous vous dites de toute façon je vais pas y arriver, c'est mort. Alors là maintenant, vu l'état dans lequel je suis, mais jamais je vais y arriver. Et soit en fait, vous allez y aller, mais ça va être hyper compliqué. Soit vous pouvez même aller jusqu'à ne pas y aller, c'est-à-dire être dans un état un petit peu de sidération qui va faire que vous allez vous rhabiller, ouvrir la porte de l'autre côté et puis partir. Pourquoi vous ressentez ça? C'est ça qui va être intéressant. Tout simplement parce que quand elle a fermé la porte, la dame là, et qu'elle vous a dit je reviens tout de suite, hein, parce que les gens ils sont ils savent faire, ils savent très bien faire, eh bien vous vous retrouvez coincé à l'intérieur de vous-même. Et là, mode survie. Donc, mode survie, il dit quoi? Le mode survie, il dit se nourrir pour chasser, défendre son territoire ou se reproduire. Et à partir de ce moment-là, il y a toute une série d'actions physiologiques qui vont se mettre en route. La première, c'est la décharge d'adrénaline qui va venir percuter votre corps en vous disant, elle vient de fermer la porte, tu es coincé là, qu'est-ce que tu fais? Et là, votre cerveau va se dire, moi, je me mets en mode reptilien. Donc, je fais quoi? La première chose que le cerveau va faire, c'est aiguiser votre pupille. Et ouais, c'est idiot, mais quand on part à la chasse, il faut être sûr de ce qu'on voit. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, votre pupille, elle va légèrement se dilater pour que vous ayez une meilleure vue. La deuxième chose, c'est que votre corps va dire, OK, donc là, globalement, il va défendre son territoire, il va chasser. Donc, s'il va chasser, potentiellement, il peut être blessé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais protéger les organes vitaux de toute hémorragie qu'il pourrait y avoir. Et pour protéger vos organes vitaux, qu'est-ce que le corps va faire? Le corps va se mettre à pomper le sang, c'est-à-dire que votre cœur va accélérer pour pouvoir aller retirer le sang des organes. Et à partir de ce moment-là, vous savez que votre cœur et vos poumons sont liés. Ça veut dire que si le cœur se met à battre plus vite, votre respiration va aussi se mettre à aller plus vite. D'ailleurs, si vous prenez le temps d'une petite pause là, de quelques secondes, et que vous revenez à la dernière fois où vous avez vraiment vécu un stress important, la chose qu'on peut ressentir, c'est soit la notion de la boule au ventre, soit une espèce de notion de vide, un peu comme si quelqu'un avait tiré la chasse d'eau à l'intérieur de nous, un peu comme si on était vidé, aspiré, exactement. Et ça, c'est lié au fait que le corps, en fait, le cerveau va retirer
le sang des organes, le foie, le rein. En fait, il va laisser le minimum en se disant, s'il est blessé, en fait, il n'y aura pas d'hémorragie interne. Et la troisième chose qu'il va faire, c'est si elle doit défendre son territoire, eh bien, elle va peut-être aussi avoir besoin de courir. Eh bien, je vais l'aider à pouvoir apporter de l'oxygène aux gros muscles, notamment aux cuisses, aux bras et tout ce qui s'ensuit. Donc, tout ce sang qui a été en fait retiré des organes, il est balancé dans les muscles pour que vous puissiez avoir l'énergie nécessaire si vous devez vous mettre à courir. D'où l'apparition à ce moment-là de chaud, de froid, de la petite suée. Pour les gens qui ont une circulation avec beaucoup de capillaires au niveau du visage, la notion de pouvoir commencer par exemple à rougir. Exactement. Et tout ça, ce sont les éléments du stress. Et le problème, il est extrêmement simple. C'est au moment où vous commencez à sentir ces choses-là, la bonne question, c'est de dire, hey, stop, qu'est-ce qui se passe? Mais vous, globalement, ce que vous faites, c'est que vous allez se dire, oh là là, ça va pas, ça va pas. Et plus vous allez vous dire, ça va pas, et plus, en effet, et ben là, les choses vont devenir complètement compliquées et vous allez augmenter toute la problématique. Vous allez augmenter votre stress jusqu'à parfois avoir un malaise. Pourquoi un malaise? Mais tout simplement parce que votre corps, votre cerveau, passe son temps à créer ce qu'on appelle à l'intérieur du corps l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre de votre corps à tous les niveaux. Imaginez que vous prenez du Red Bull. Non, on est d'accord. Mais le Red Bull, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un Red Bull, vous montez votre glycémie à fond les ballons. Homéostasie. Le corps, à ce moment-là, il dit insuline, 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 insuline. Hop, je rétablis l'équilibre. Vous avez une hémorragie, chute de la tension artérielle. Homéostasie, je bats pour arriver à remonter, pour arriver à maintenir un minimum de tension artérielle. Votre corps passe des journées entières à créer l'homéostasie, à créer l'équilibre. Ça, c'est vraiment un job à temps complet. Et en fait, quand vous vivez un stress et que vous allez, à cause du cerveau reptilien, eh bien, rester dans votre petit cerveau d'homme de Cro-Magnon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Votre cœur bat de plus en plus vite, votre respiration va de plus en plus vite, vous continuez autour à vous dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, du coup, le corps dit oh là 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 là, moi je continue, mais il y a un moment, il peut plus gérer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe tout. Et c'est là où on va faire un malaise vagal. Le malaise vagal, c'est à un moment donné, votre corps qui ne peut plus, votre cerveau qui ne peut plus gérer la situation parce que vous avez eu tendance à augmenter la problématique. Et dans le malaise vagal, c'est très, très rapide. Malaise vagal, quand on va jusqu'à tomber, au moment où vous arrivez à terre, vous êtes déjà revenu. Voyez le malaise vagal un peu comme si sur un ordinateur, vous allumiez 200, 300, 400 ou 500 pages. L'ordinateur, à un moment donné, il se coupe, il se dit, oh là là, moi, je me mets en sécurité. Vous voyez aussi le malaise vagal comme, alors ça, un truc dans lequel je suis un petit peu la spécialiste, c'est, vous savez, quand vous mettez un bout de baguette dans votre grille-pain, et puis, bah, évidemment, il reste coincé parce qu'il est un petit peu trop gros, et puis, il va griller jusqu'au moment où, en fait, il va y avoir peut-être une petite flamme. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre différentiel, là, au tableau électrique, paf, il s'arrête. Il se met en sécurité. Le malaise vagal, c'est exactement la même chose. Ça n'est pas grave. C'est la solution qu'a trouvé votre corps pour pouvoir vous faire redémarrer, comme un PC, pour pouvoir vous faire redémarrer et pour pouvoir prendre la main sur la situation et pour vous dire, hé, hop, on se calme là. Je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer combien le stress est important. Est-ce que vous vous souvenez d'un Jamaïcain qui s'appelle Usain Bolt? Usain Bolt a été plusieurs fois champion du monde du 100 mètres. Il y a, alors attendez, il y a 3 ans que je suis à Aix, 2 ans, il doit y avoir à peu près 5 ans, ça passe vite, 5 ans ou 6 ans qu'il arrête. Et puis un jour, on était à Paris à l'époque, et mon mari me dit, ouais, tu sais, tiens, il y a le meeting de Villeneuve-d'Ascq. Hein, pour les gens du Nord, vous savez que le meeting de Villeneuve-d'Ascq est parce que je
suis du Nord aussi, est un grand meeting d'athlétisme. Usain Bolt fait sa dernière course. Il faut absolument qu'on regarde. Et je lui dis, ouais, mais enfin, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il va perdre. Ouais, mais vraiment, tu es désagréable, patati, patata. Enfin, bon, bref. Et puis, on regarde le meeting et Usain Bolt a perdu. Et pourquoi Usain Bolt a perdu? Tout simplement parce que Usain Bolt avait annoncé que c'était sa dernière course. Et en annonçant que c'était sa dernière course, Usain Bolt, il n'avait plus de stress. Et comme il n'avait plus de stress, il a pris un mauvais départ. Parce que si on reprend la notion du stress, quand Usain Bolt il se met dans ses starting blocks, eh bien encore une fois, sa pupille se dilate pour qu'il voit mieux. Encore une fois, le corps, le cerveau va retirer une partie eh bien, du sang pour l'amener dans les gros muscles, pour qu'il puisse prendre un départ explosif qui va lui permettre de pouvoir potentiellement gagner la course. Usain Bolt n'avait absolument plus de stress et il a perdu sa course. D'où l'idée que ce stress, c'est peut-être un ennemi, mais qui vous veut du bien. Quand vous êtes dans cet état, ici, là, vous êtes en train de vivre votre vie, vous êtes dans un état de stress, vous redescendez dans un état de survie. La question, c'est comment je vais faire, en fait, pour avoir, quand je suis dans le fond de la piscine, la possibilité de donner une petite impulsion pour pouvoir remonter dans le limbique et pour pouvoir revenir dans le cortex. Pourquoi? Parce que le limbique, c'est les apprentissages. Donc, dans le cerveau limbique, eh bien, j'ai des réponses à des situations. Par exemple, je viens de tomber, je saigne, eh bien, mes apprentissages m'ont montré que, bon, a priori, je ne vois pas l'os, c'est le vernis de la peau qui est parti. Donc, tout ça n'est pas grave. Je peux revenir ici à mon intelligence de base. Ok, je me calme, tout va bien. En effet, j'ai eu peur, mais ça va. Ma vie n'est pas en danger. On le reverra tout à l'heure. Et là, en fait, je suis dans le reptilien, je pousse, je reviens dans le cortex, j'accueille la situation, je vois qu'est-ce que je peux faire face à cette situation, quelle réponse adaptée je peux amener. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je peux accueillir mon stress, je peux dépasser la situation. Alors, ce n'est pas toujours facile, on est d'accord. Vous allez voir qu'il y a des petites choses. Et puis, il y a aussi l'état dans lequel on est, l'état dans lequel on vit, qui va faire que c'est plus ou moins facile de pouvoir arriver à avoir cette gymnastique de l'ascenseur. J'aime beaucoup cette petite slide. Alors, justement, on va parler de votre quotidien. Je sais que c'est l'époque des confitures, hein. Je les trouve assez jolies, mais beaucoup. Pour ceux qui ont déjà vu et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller la voir, la petite interview qu'on avait fait sur la relaxation dynamique, mais je vous donnerai encore un autre lien tout à l'heure qui ne parle vraiment que de ça. Vous allez voir, ça sera peut-être plus facile pour vous. Cette théorie, c'est ce que j'appelle la théorie des bocaux. En fait, ce premier bocal qui est ici, en fait, ces trois bocaux, on va commencer par le premier, ces trois qui sont là, représentent votre ventre. Pourquoi? Parce que votre ventre est le siège des émotions. Une émotion n'est pas intellectuelle, une émotion est physiologique. On dit bien avoir la peur au ventre, on dit bien avoir la boule au ventre. Quand on est amoureux, quand on est bien, on dit avoir des papillons dans le ventre. Donc, en fait, c'est bien une émotion qui va prendre naissance au niveau de votre ventre et qui, après, va être interprétée par votre cerveau et qui va vous dire ça te plaît, ça te plaît pas, donc c'est bien ou c'est pas bien. Ce bocal à émotions, en fait, vous n'avez pas d'autre choix. Chaque émotion que vous subissez, eh bien, il faut qu'elle arrive, qu'elle rentre à l'intérieur de ce fameux bocal. Le problème, c'est que la vie n'est pas un fleuve tranquille et que, eh bien, on nous a beaucoup appris à garder nos émotions. C'est culturel, c'est comme ça dans notre pays.
on ne parle pas des émotions. Vous êtes douloureux, vous le savez, c'est compliqué. C'est compliqué. Parler par exemple de la douleur, dire à des amis non, je ne viens pas ce week-end parce que j'ai vraiment mal. Vous avez même peut-être perdu des amis parce que parfois, face à la douleur, face à la maladie, les gens ne savent pas faire parce que voilà, on n'en parle pas trop, ça reste compliqué. Donc là, on parle de choses qui sont quand même cohérentes et qui vous parlent beaucoup, mais on peut aussi parler de toutes les autres petites choses. C'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, je me fais violence, il fait beau, allez, je vais aller acheter le pain à pied. Ça va me faire du bien, je vais marcher, je vais aller acheter le pain à pied. Et puis, ben, vous avancez, vous faites un gros effort pour aller chercher ce pain à pied. Et vous savez aussi que ça va vous faire du bien. Et puis, vous arrivez devant la boulangerie, eh ben, elle a fermé. Et là, vous dites, ouais, c'est nul, c'est toujours pareil, c'est n'importe quoi, pourquoi le faire, c'est pas son jour de fermeture. Et vous en avez presque perdu le pourquoi vous alliez chercher le pain pied. C'était pour marcher, c'est pas pour aller chercher le pain. Mais ça génère une émotion chez vous. Alors, une émotion, plus une autre émotion, plus la douleur, plus l'errance médicale, plus les années qu'on vient de passer, plus la télé et plus tout ce qui peut y avoir autour, va faire que, eh bien, à un moment, eh bien, ce bocal, il devient complètement plein. Et quand le bocal est plein, on peut même imaginer cette petite réflexion qui est de dire, eh bien, j'en ai ras-le-bol. Vado a prendere la coperta di... ma anche perché la vedo dentro adesso. Hop, je ne sais pas si on peut les éteindre. Io un po' tu adesso, avevi dormito un po'? Ma sì, ho sentito. Bon, allez, on va essayer de passer au travers. Donc, quand le bocal est plein, Myriam, Myriam, je te coupe, mais je ne la trouve pas pour la désactiver. Ça fait plusieurs que je désactive déjà. Oui. Je vais désactiver le son de tout le monde. Tu remets le tien? Oui, vas-y. Ok, super. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, je reprends, comme ça sera plus clair. En fait, toutes ces émotions, eh bien, vous les accumulez dans votre ventre, dans cette notion du bocal. Et il y a un moment donné, le bocal, il en est plein. D'où l'idée de la petite réflexion du « j'en ai ras-le-bol ». Voilà. Moi, je ne l'ai pas inventée, elle vient toute seule. Le problème, c'est que quand ce bocal est plein, quand une émotion arrive, eh bien, elle n'a pas le choix. Il va falloir qu'elle rentre à l'intérieur de ce bocal. Et pour que cette émotion rentre à l'intérieur de ce bocal, vous allez avoir 3 solutions. La première solution, c'est la colère. Vous allez partir dans des colères complètement surdimensionnées. La deuxième, c'est les pleurs, parce que pleurer, ça fait du bien. Vous savez bien que quand l'enfant pleure, quand il y a ce grand sanglot, et ben voilà, vous savez qu'à partir de ce moment-là, tout va aller bien, parce que vous avez fait de la place dans le bocal. Et la troisième chose, c'est faire l'huître. Faire l'huître, c'est ravaler votre émotion, ravaler votre stress, et vous allez du coup tasser encore un petit peu, que ce soit à travers la colère, que ce soit à travers les pleurs, ou que ce soit à travers le fait de faire l'huître, vous allez faire un petit peu de place pour que cette émotion arrive. Et quand vous en êtes là, eh bien, là où vous allez, c'est ici. La colère, c'est ici. Les pleurs, c'est ici. Le fait de faire l'huître, c'est ici. C'est ça le cerveau reptilien. C'est ce petit cerveau qui va faire que la situation où vous vivez, eh bien, vous ne vous adaptez pas à cette situation et vous la vivez extrêmement mal. Du coup, eh bien, on peut imaginer, et ça c'est une certitude puisque ça fait plus de 12 ans que j'exerce, que si on arrive à maintenir le bocal à émotion à moitié vide, à moitié plein, eh bien, quand une émotion arrive, elle a de la place. Et tant qu'il y a de la place, il n'y a pas de problème. C'est pareil pour quand vous demandez un rendez-vous chez un médecin, quand on vous dit « Oh, bah oui, si vous voulez, la semaine prochaine », vous dites « Ah, putain, c'est cool ». Quand vous demandez
un véhicule pour une ambulance, qu'on vous dit « Ah bah oui, on vous l'envoie », c'est génial. Quand vous allez faire vos courses au supermarché du coin et que vous arrivez et que non seulement il y a de la place partout, mais en plus il y a de la place juste à côté, en plus des chariots et juste à côté de l'entrée, vous dites « Ah, mais la vie est belle ». Donc, tant qu'il y a de la place, il n'y a pas de problème. Le fait d'avoir de la place dans votre bocal à émotions, c'est pouvoir se situer ici. C'est pouvoir, au moment où quelque part je ressens mon stress, pouvoir me dire tout de suite, oh là, attends, non, moi je vais d'abord aller voir ce qui se passe ici. Et du coup, vous allez naviguer déjà entre les deux. Alors que quand le bocal est plein, vous vous situez vraiment dans cette zone ici. En fait, quand le bocal est plein, vous êtes Cro-Magnon, ni plus ni moins. Mais on peut aller encore plus loin, parce que ça, c'est du curatif. Ça, c'est apprendre à faire le ménage. C'est apprendre aussi, à chaque fois que j'ai des émotions, à pouvoir les accueillir et les faire repartir. Mais ça reste du curatif, c'est-à-dire j'ai mal à la tête. Donc, comme j'ai mal à la tête, eh bien, je vais prendre un aspirine. Il y a un moment donné, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi j'ai mal à la tête. Des choses très basiques, par exemple, moi qui parle beaucoup, quand je suis en consultation, quand je vais faire en cabinet 4-5 consultations d'une heure et demie, eh ben, je peux vous dire que si je n'ai pas bu dans la journée, je rentre le soir avec un mal de tête parce que je me suis déshydratée. Donc, faire du préventif, c'est me dire, à chaque fois que j'ai un nouveau client, eh ben, je bois un verre d'eau de manière à ne pas avoir mal à la tête. Faire du préventif dans cette notion-là, c'est garder le bocal à moitié vide, à moitié plein, mais ça va être aussi pouvoir à l'intérieur mettre des ressources, des choses positives, les choses qui vous font du bien. Alors, les choses qui vous font du bien, ça peut être aider les aidants, les écoutants. Voilà, c'est une ressource, c'est pas quelque chose qu'ils ont envie de faire. Ça peut être aller marcher, ça peut être aller voir des amis, ça peut être regarder la télé, ça peut être lire, ça peut être tricoter, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous allez remplir cette partie-là, vous allez voir que quand une émotion va arriver, et quand je dis une émotion, je parle d'un stress, puisqu'un stress, c'est une émotion, vous allez pouvoir l'appréhender de façon différente parce que vous allez le voir à sa juste mesure. Le stress que j'ai ici en grande croix, c'est exactement le même qui est là. Mais quand je suis dans cet état-là, je le vois à sa juste taille. Je le vois aussi à sa juste forme. Est-ce que ça m'incombe? Est-ce que c'est moi qui suis porteur de la solution? Par exemple, j'attends une réponse d'un organisme. Ça ne sert à rien de vous stresser, hein, parce qu'en fait, ce n'est pas vous qui détenez la solution. Si vous avez déjà appelé, si on vous a déjà dit « Ah bah oui, c'est pour le 22 novembre », ce n'est pas la peine de stresser, on est le 16 ou le 17, je ne sais plus. Enfin bon, bref, ce n'est pas l'heure. Donc, en fait, vous voyez combien l'émotion va du coup prendre une proportion et vous allez complètement la subir. Ce qui est important aussi, c'est de remplir de ressources parce qu'on pourrait s'arrêter ici. Mais si vous restez dans ce côté-là, en fait, c'est toujours des choses négatives qui vont revenir et qui vont remplir le bocal. Ça, on le sait, regardez la nuit quand vous n'arrivez pas à dormir, vous ne pensez jamais à des choses agréables. On va prendre une autre chose. Si vous avez un jardin, ça, c'est le principe de la permaculture. Vous faites un bout de jardin, vous mettez des carottes, vous n'y allez pas pendant 3 mois. Ce n'est pas les carottes qui se sont démultipliées, c'est les mauvaises herbes. Voilà, la nature a horreur du vide, donc elle va toujours chercher à le combler et elle va le combler avec ce qui est le plus facile. Ce qu'on a vécu pendant ces années Covid, quand je dis ces années Covid, je vais reprendre ma phrase et je vais dire ce que l'on subit depuis maintenant presque plus de 3 ans, c'est constamment venir nourrir le bocal à émotions négatives. Et en fait, pendant longtemps, ça a été de nous supprimer les ressources. On ne pouvait plus aller voir nos proches, on ne pouvait plus aller au resto, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus. Donc, c'est pour ça, moi, je le vois en cabinet, j'ai énormément de personnes qui n'ont pas de problème, qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de problème de couple, qui n'ont pas de problème de travail et qui vont extrêmement mal parce qu'ils ont perdu la notion des ressources et ils ont ce bocal à émotions qui est plein mais complet. Et quand vous êtes dans cette partie-là, encore une fois, dès que vous allez vivre une situation dans laquelle vous avez une difficulté quelconque à vous
à vous adapter, eh bien, vous allez remettre la grande machine en route. La machine a généré du stress et soit vous allez arriver à donner un petit coup de pied là, dans le fond de la piscine pour pouvoir remonter, soit vous allez rester coincé. Vous vous souvenez, il y avait Stargate SG1, là, les deux portes de l'espace. Ben, c'est un petit peu ça, c'est rester coincé entre les deux portes de l'espace. Donc ça, c'est la notion de la théorie du bocal à émotion. C'est la théorie Toya, c'est la théorie Myriam Fraisse. Mais écoutez, c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien. Alors, vous allez me dire, OK, tout ça, c'est bien, c'est pas mal, mais globalement, eh bien, comment je vais faire? On va le voir juste après. L'émotion, stress, pour moi, le stress, c'est une émotion. C'est une situation qui génère une émotion chez moi, qui n'est pas agréable, dans laquelle je vais ou pas arriver à m'adapter. Maintenant, on va aussi avoir un petit côté sur la notion de dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce fameux cerveau sympathique et le cerveau parasympathique. Nous sommes une espèce d'énorme ordinateur et cet énorme ordinateur est géré par notre cerveau. On peut imaginer, alors c'est très schématique, on peut imaginer, vous voyez, que dans les deux hémisphères qui seraient ici, eh bien, on aurait un côté qu'on appelle le cerveau sympathique et on aurait un autre côté qu'on appelle le cerveau parasympathique. Le cerveau sympathique, c'est l'accélérateur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en entrée. C'est quand cette partie-là du cerveau est touchée, vous n'avez plus de stress. Mais plus de stress, 80% des fonctions vitales de l'organisme eh bien, ne sont plus connectées puisque cette partie du cerveau n'envoie plus l'influx électrique, n'envoie plus l'adrénaline qui vous permet de pouvoir avoir une attitude et de pouvoir avancer. Le côté parasympathique, l'autre côté, c'est le frein. Sympathique accélérateur, parasympathique, le frein. C'est la partie qui vous aide à récupérer. C'est la reconstruction. C'est la partie du cerveau qui se met en route lorsque vous êtes en sommeil et notamment en sommeil profond. Il faut savoir que lorsque vous êtes en sommeil profond, eh bien, il y a des choses qui se créent qui ne se créent pas à d'autres moments. Par exemple, l'hormone de croissance, elle est libérée lorsque vous dormez et quand vous êtes en sommeil profond. L'hypophyse va libérer à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit que les enfants grandissent en dormant. En fait, c'est vrai et faux, mais globalement, c'est tout à fait vrai. Ce qui va se passer avec nos deux cerveaux, c'est qu'il faut comprendre que le côté sympathique et le côté parasympathique ne peuvent pas fonctionner en même temps. Non seulement ça, mais en plus, ce sont des frères ennemis. C'est-à-dire que c'est l'un ou c'est l'autre. Et vous comprenez bien que l'accélérateur va toujours essayer de prendre la main sur le reste. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand votre bocal, il est plein comme ça et que vous vivez avec un bocal qui est constamment plein, eh bien, tout ce qui se passe dans votre vie vous emmène toujours au niveau du cerveau reptilien. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que obligatoirement, vous allez avoir des difficultés de sommeil, vous allez avoir des difficultés de fatigue, vous allez avoir ces espèces de pensées redondantes, ce qu'on appelle en sophrologie et ailleurs aussi des croyances latentes, des croyances qui sont limitantes, qui vous empêchent de faire. Ah ouais, mais ah non, mais moi ça je peux pas faire. Hein. Alors ça c'est très rigolo. Je fais pas mal de salons en ce moment. Et d'ailleurs, pour les Lyonnais et Lyonnaises qui sont en ligne actuellement, je serai sur le salon Zen. C'est une petite aparté, mais j'y pense tout de suite. Je serai sur le salon Zen de Rexpo vendredi, samedi et dimanche de cette semaine. Toya a en fait un stand. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est le F05, le F5, si ma mémoire est bonne. Donc en fait, eh bien, vous allez avoir toute cette notion. Vous savez, on parle de plus en plus de charge mentale. La charge mentale, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Votre cerveau, il n'est pas fait pour traiter la charge mentale. C'est pas possible. Votre cerveau, la nuit,
il va juste dégager les choses qu'il a besoin de dégager. Donc, ce que vos grands-parents dégageaient aussi, ce que vos arrière-grands-parents dégageaient aussi. Moi, mon père était sidérurgiste. Bon, il était stressé comme tout le monde, mais bon, je ne l'ai jamais vu. Enfin, quand on en discutait, oui, c'est le plus gros stress quand même, quand on en discutait, mis à part la maladie ou des choses comme ça, c'était quand même de se dire, ah punaise, il me reste plus que 15 jours pour mettre mes haricots. Putain, le temps, il n'arrive pas, là où mes carottes, elles ne lèvent pas. Voilà, on n'était pas dans la même vie que ce que l'on vit actuellement. Et en fait, votre cerveau, le problème, c'est qu'il n'est pas fait la nuit pour dégager cette charge mentale. Ce qui fait qu'il y a une accumulation de cette charge mentale. C'est comme ça qu'on finit par avoir un épisode de surmenage, voire à la fin un épisode de burn-out, c'est-à-dire que votre cerveau va complètement se déconnecter de votre corps et à ce moment-là, il n'y aura plus de réponse, il n'y aura plus de réponse adaptée du tout. À chaque fois que vous êtes dans cet état-là, dans cet état avec toutes ces émotions qui sont stockées, si vous n'apprenez pas régulièrement à vider le bocal, si vous n'arrivez pas à accueillir les émotions et à pouvoir les redégager après, vous vous retrouvez dans cette situation. Et le fait d'être dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la nuit, au moment où vous êtes en période où le cerveau est censé faire le tri, faire le ménage, récupérer ce que moi j'appelle de la bande passante, hein, c'est un petit peu ça. Vous imaginez ça avec le Wi-Fi, c'est comme si il déconnectait tous les appareils dont on n'avait plus besoin. Et bien là, il va dégager, il va trier. On va avoir des choses très simples. Ce soir, votre cerveau, dans la nuit, va dire, tiens, Myriam, elle avait un gilet roux, voilà, orange. Ça va vous dire, on n'en a rien à faire, quoi. Donc, hop, on met l'information à la poubelle. Si vous dites, ah, mais ça me fait penser que j'ai le même, il faut absolument que je le récupère parce qu'il est chez ma fille, et ben, hop, il va prendre l'information, il va dire, tiens, demain, quand tu vas te lever, il ne faut pas que tu oublies d'aller récupérer le gilet chez ta fille. Et en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, le problème, c'est qu'il fait ça pendant un certain temps. Si votre charge, elle est comme ça, et bien, en fait, il ne peut pas y arriver. Donc, en fait, il s'arrête là. Et puis, le lendemain, qu'est-ce que vous faites? Et ben, vous en remettez. Donc, en fait, vous n'arrivez jamais à dégager cette fameuse charge mentale. Du coup, votre sommeil va être perturbé, les pensées vont être de plus en plus redondantes. Du coup, vous finissez par passer 90% de votre vie ou de vos journées dans votre cerveau reptilien. Vous vous auto-alimentez de votre propre stress et à un moment donné, eh bien, on se retrouve en dépression, on se retrouve en déprime, on se retrouve aussi parfois dans ce qu'on appelle les phases de sidération. La phase de sidération, c'est quoi? C'est à un moment donné, je suis face à un truc et je ne sais pas faire. Je ne fais pas. Et du coup, je ne fais pas. Comme on disait tout à l'heure, quand on parlait d'être coincé dans le placard à balai quand on va faire un IRM, là, et à un moment donné, la phase de sidération, c'est quoi? C'est de se dire, de toute façon, c'est toujours pareil, j'en ai marre, j'y arriverai pas, c'est pas possible, je me rhabille et je m'en vais. Alors que l'important, c'est quand même à un moment donné d'arriver à pouvoir faire cet IRM. Donc voilà un petit peu pour la notion de nos cerveaux. Alors, on va venir un petit peu aux solutions, parce qu'on est d'accord, il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Alors, des solutions, eh bien, je vais vous en proposer quelques-unes. Moi, je vais vous en proposer 3. Allez, on va dire qu'il y a 3 méthodes anti-stress, et notamment avec cette fameuse relaxation dynamique. Toya, c'est quoi? Toya, c'est l'application qu'on a créée, une application de sophrologie, la seule et unique application de sophrologie qui existe actuellement, puisque majoritairement, ce que l'on a, ce sont des applications, entre guillemets, de méditation. Moi, je dirais que c'est même plus que c'est même pas de la méditation, puisque la méditation, c'est quelque chose qui se fait seul. On est plutôt face à des applications qui vont, en gros, vous raconter des histoires, par exemple, pour s'endormir. Donc, on va vous forcer, non, on vous force pas, mais vous allez utiliser, par exemple, votre téléphone pour écouter une histoire, pour espérer arriver à vous endormir, un peu comme on le fait avec les enfants. La sophrologie, normalement, c'est pouvoir vous amener de l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? C'est pouvoir, à un moment donné, me dire là, il faut que tu arrêtes. Non, c'est bon, tu te calmes, tu te poses. Il faut que tu fasses, que tu sois autonome face aux situations. Dans les méthodes anti-stress, on va avoir la première méthode, celle qui est la plus intéressante. C'est celle qui va nous permettre de tout simplement venir faire le ménage dans notre bocal. C'est quoi la relaxation dynamique? Je ne vais pas vous la refaire là. C'est des petits exercices de
3 à 6 minutes qui vont permettre très vite de pouvoir reprendre la main sur la situation, de pouvoir remettre de la détente dans votre corps, puisque vous l'avez vu tout à l'heure avec l'exercice, là, quand on s'est tous serrés, dès que vous êtes serré comme ça, dès que vous êtes coincé à l'intérieur de vous-même, eh bien, vous allez augmenter les problématiques. Donc, remettre déjà de la détente dans mon corps. Quand quelque chose ne va pas, la première chose que je dois faire, c'est de me dire, hey, desserre ta mâchoire, descends tes épaules, lâche tes mains, lâche ton ventre, décroise tes jambes. Et vous allez voir que rien que ça va déjà vous permettre de redescendre un petit peu. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre aussi eh bien, d'évacuer cette situation. Quand je suis dans mon placard à balai, là, coincé, eh bien, pouvoir avoir un exercice de respiration, pouvoir avoir un exercice, par exemple, comme le pompage des épaules, ça va me permettre de libérer l'émotion que j'ai là et ça va pouvoir, en me libérant de cette émotion, quand je suis dans l'émotion, je suis ici, en me libérant de l'émotion, je vais revenir ici et là, je vais pouvoir me dire oh, mais attends, mais t'es quand même un peu idiote, toi. Calme-toi. Allez, tiens, ouvre la porte déjà, tu vas déjà te sentir mieux. Voilà, respire. Qu'est-ce qu'on peut faire en respirant? Eh bien, on peut utiliser, par exemple, un exercice que vous connaissez peut-être, qui est un exercice de sophrologie qu'on connaît très, très bien, enfin, qui n'est pas unique à la sophrologie, qui est l'exercice de la respiration carrée. L'exercice de la respiration carrée, petit exercice de respiration qui va permettre en fait de reprendre la main sur une situation donnée. Je vais vous montrer un petit peu, je vais tenter de vous montrer puisque on est en train de les mettre en place. On est encore en train de faire le montage. Enfin, je suis encore en train de faire le montage et je vais vous montrer un petit peu en avant-première, rien que pour vous, eh bien, comment fonctionne un peu la respiration carrée. On est en fait sur, voilà, sur une petite bulle qui va monter et descendre et qui va vous permettre de reprendre la main sur une situation donnée. Alors, attendez, je vais juste faire ça. J'ai la barre là en plein milieu. Voilà. Donc, voilà, la respiration carrée. Voilà, j'inspire sur 4 temps. Je bloque sur 4 temps. Je souffle sur 4 temps. Et à nouveau, je bloque ma respiration sur 4 temps. Alors, quand on arrive à faire ça eh bien, pendant 3-4 minutes, en fait, vous allez leurrer le cerveau, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, votre cerveau ne peut pas faire 2 choses à la fois. En leurrant le cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez reprendre la main sur l'aspect physiologique, c'est-à-dire que vous allez voir que vous allez vous détendre, la respiration va se calmer, la respiration va se poser et surtout les pensées vont pouvoir s'arrêter. Il y a une autre façon, vous la connaissez, puisque, alors peut-être pas tous, mais vous en avez aussi discuté, c'est la cohérence cardiaque. Alors nous, chez Toya, on est aussi en train de mettre en place notre propre vidéo de cohérence cardiaque. Et pareil, allez, je vous la montre. Voilà, elle est là. Alors pareil, hein, elle n'a pas fini, le montage n'est pas terminé. Je vous montre juste un petit peu le principe. On va simplement avoir une petite, voilà, une petite courbe. On va inspirer sur 5 temps quand la courbe monte. Inspire, voilà. Et une fois qu'on a le petit dim ou qu'elle redescend, on va souffler dans l'autre sens. Et ça, ce sont des choses, ce sont des exercices qui vont en fait vous permettre plusieurs choses. La respiration carrée, typiquement, c'est ce qui va vous permettre de reprendre la main ici sur le cerveau reptilien, sur l'émotion que j'ai. En contrepartie, la respiration, la cohérence cardiaque ou même la respiration 3-6, parce que moi je sais que la cohérence cardiaque, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc on a fait des vidéos de transition pour que les gens puissent y arriver petit à petit. Eh bien ça va permettre d'être là-dedans. Et quand je suis là-dedans, ça va permettre eh bien d'amener de la ressource ici. Exactement. La pratique de la cohérence cardiaque, elle va vous amener aussi de la ressource. Elle va vous permettre de voir les choses de façon un petit peu différente. Et puis après, on peut avoir des exercices plus spécifiques, des exercices notamment, par exemple, comme le pompage des épaules. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça, c'est l'application Toya.
Toya est en fait un site internet responsive, complètement responsive, qui permet de pouvoir avoir une utilisation facile, que ce soit sur PC, que ce soit sur tablette, que ce soit sur smartphone. Et vous aurez de toute façon la possibilité, en créant votre compte, ici je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, de bénéficier d'une séance gratuite et de bénéficier des 2 exercices que je vais vous montrer maintenant. Voilà, hop, donc on arrive en fait sur la plateforme. Ici, vous avez la totalité des séances de sophro. C'est une séance par semaine pendant 6 mois, donc 24 séances. À chaque fois que vous avez une séance, vous avez des prérequis. Les prérequis, ce sont les exercices dont vous allez avoir besoin pour faire la séance, et notamment un exercice qui est hyper connu, qui s'appelle le pompage des épaules. Le pompage des épaules, c'est typiquement l'exercice qui va vous permettre de dégager l'émotion. Et vous allez la voir ici, la petite vidéo qui, en fait, va tout simplement vous expliquer comment on fait l'exercice, qu'est-ce qui va vous apporter sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, et qui va vous permettre, en fait, de le mettre et en mode curatif et en mode préventif. Mode curatif, c'est au moment où je vais arrêter parce que le moment où j'ai l'émotion, c'est pouvoir la dégager, sortir de mon petit cerveau reptilien, reprendre la main sur la situation. Et le côté préventif, c'est je sais que je vais avoir un IRM à faire, que c'est compliqué pour moi. Et bien du coup, je vais faire l'exercice avant pour pouvoir avoir de la place dans le bocal et de cette manière pouvoir tout simplement être ici, être dans cette situation, dégager un flot d'émotions de manière à ce que quand mon émotion arrive, quand mon stress arrive, je puisse l'accueillir et en sortant de l'IRM, une fois que c'est fait, refaire mon pompage des épaules en disant voilà, tu vois, en fait, tu peux y arriver. Donc, je vous le redirai tout à l'heure, mais en vous inscrivant, c'est une adresse mail, un prénom et vous choisissez un mot de passe avec 5 caractères. Vous allez pouvoir tout de suite bénéficier d'une petite séance de sophro, de cette fameuse vidéo qui explique ce que je vous ai dit, mais de façon beaucoup plus détaillée, et puis utiliser et pouvoir faire tout simplement le fameux pompage des épaules et aussi l'exercice des éventails. Donc ça, c'est cadeau, c'est pour vous tout à l'heure, on en rediscutera, je vous réexpliquerai comment faire. Donc, on arrive donc dans ces histoires. Dans cette histoire aussi de ces 3 possibilités. Donc, on a vu les exercices de respiration, la respiration carrée, la respiration 3-6 qui seront mis d'ici quelques semaines sur l'application. Mais la grande question qu'il faut aussi apprendre à vous poser, c'est celle-là. Est-ce que ma vie est en danger? Alors, ça va vous faire sourire, hein, mais j'ai rien trouvé de mieux. Et ça fait des années que je l'utilise. Quand vous êtes face à une situation, dès que vous sentez, dès que vous percevez, eh bien, que vous êtes en difficulté, la première chose à vous dire, c'est ça. Stop, calme-toi. Est-ce que ta vie est en danger? Alors, parfois, elle peut l'être. Mais vous allez voir que globalement, elle ne l'est pas. Et là, déjà, en vous disant ça, ça va vous permettre, eh bien, encore une fois, c'est bien pratique cette façon de faire, eh bien, encore une fois, je suis ici, il m'arrive une situation, ça peut être n'importe quoi, prise de parole en public, tiens, un truc hyper basique. Je suis là, je commence à avoir le cœur qui bat dans tous les sens, les jambes qui flageolent, les pensées, je ne vais pas y arriver, machin. Stop, pompage, pompe, dégage. Et là, ou exercice des éventails, je reprends la main, je me calme. Et là, je peux me dire, non mais ta vie, elle est en danger là ou pas? Ok, non, elle n'est pas en danger. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es là pour exprimer une situation, machin. Tu vas parler de quoi? Tu vas parler de sophrologie. C'est ce que tu connais le mieux. Tu es une experte dans ton domaine. Allez, va quoi. Et là, le stress, eh bien, c'est un bon stress. C'est un stress qui va me permettre de dépasser la situation, mais aussi de me dépasser. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où on peut en faire une force et c'est là où, en fait, on peut en faire un ami et non pas un ennemi. Donc ça, cette idée qui peut paraître complètement grotesque, elle est primordiale. Si, je vais vous raconter une anecdote qui m'est quand même arrivée et qui m'a un peu perturbée parce que je ne savais pas trop quoi faire. Eh bien, sur le Salon Zen de Paris,
je discute avec 2 clients sur le stand et je vois arriver un mec énorme, immense, il faisait 2 mètres quoi. Il était là comme ça à chercher quelque chose et je ne sais pas, dans son attitude, dans sa posture, il y avait un truc qui me gênait. Ah bah oui, je suis son bras, en fait il avait un couteau comme ça, là, le long de la cuisse. Et là, waouh, je me suis dit, oh, attends, tu fais quoi? Et tout de suite, je me suis dit, attends, là pour le coup, ta vie elle est en danger, peut-être pas la tienne, mais peut-être celle de quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru sur le stand, je leur dis, vous avez un truc de coutellerie? Ils me répondent. Et donc, je viens de voir une personne avec un couteau bouché, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait logique. On était quand même samedi après-midi, je pense qu'il devait y avoir entre 8 et 9 000 personnes sur le plateau. Franchement, ce n'était pas ça. Ils l'ont récupéré, en fait, tout est rentré dans l'ordre. Il y avait un stand de jus de fruits guadeloupéen ou martiniquais, je ne sais pas. Le type avait appelé son pote en disant, je suis dehors, je n'arrive pas à couper la noix de coco, est-ce que tu peux m'apporter le grand couteau? Et ce grand couillon, avec son couteau le long de la cuisse de manière à ne pas blesser quelqu'un, était en train de chercher la sortie. Vous voyez comment moi j'ai interprété les choses de façon différente. Mais là, moi, je suis partie du principe que, ouais, putain, et là, c'est stressant, là, ta vie est en danger, là. Mais encore une fois, tu reprends la main, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est vraiment ça. Cette notion de est-ce que ta vie est en danger, elle est vraiment très intéressante. Reprendre la main sur votre corps, c'est la priorité. Quand vous vivez un stress de cette façon-là, utilisez la relaxation dynamique comme le pompage des épaules, l'exercice des éventails, pouvoir aller remplir votre bocal avec la cohérence cardiaque, avec la respiration 3-6 si c'est trop compliqué pour vous. Reprendre la main aussi avec la respiration carrée, des petits exercices qui vont permettre d'avoir une pratique au long cours en méditation, si vous y arrivez, en sophrologie, parce que souvent c'est guidé et ça souvent une approche qui est quand même beaucoup plus facile et qui va aussi permettre de se projeter positivement dans les situations, de les vivre de façon positive. Et comme votre cerveau fait très peu la différence entre ce qui est profondément imaginé et ce qui est vécu, de pouvoir limiter ce stress et surtout de pouvoir, dès que vous repartez là dans le reptilien, pouvoir arriver à remonter. L'application, je voulais présenter tout à l'heure. Il faut savoir pour le petit mot de la fin, je suis à peu près bien, je suis pas mal là, j'avais dit 1 heure, on est vraiment tout près, pas loin. Il faut savoir que normalement, en tant que partenaire, on n'a pas encore eu l'occasion de communiquer avec le bureau là-dessus, puisque je voulais finir mes salons avant. En tant que partenaire, Toya offre 20% de réduction sur l'abonnement de 6 mois et de 3 mois. Et moi, exceptionnellement, je vous offre jusqu'à la fin du mois, 30%. 30%, ça vous ramène un abonnement qui est à normalement 180 € pour 6 mois. Ça le ramène à 126 € si ma mémoire est bonne. Et l'abonnement qui est à 120 € pour 3 mois, ça le ramène à 86 €. Cet abonnement, ce n'est pas 3 mois ou 6 mois. En fait, c'est juste le nombre de séances, puisque sur 6 mois, vous avez 24 séances, donc 1 par semaine. Qui se débloque au fur et à mesure, avec l'accès à toute la vidéothèque qui est ici. Voilà, ça c'est tous les exercices. En fait, il y en a beaucoup plus, il y en a une trentaine, et leurs explications. C'est voilà, la liste des séances qui se trouve là, et vous avez 1 an pour pouvoir faire vos séances. Donc même si vous en loupez une, c'est jamais grave. L'idée, c'est plutôt de les faire un petit peu quand même au fur et à mesure. Pour pouvoir bénéficier de cette offre, en fait, c'est très simple. Quand il va d'abord falloir que vous puissiez… Alors, je ne sais pas comment je vais me sortir de là. Parce que… Ah, voilà. Il va falloir que, hop, vous reveniez sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire vous connecter sur toyaenco.com, pouvoir créer votre compte. Une fois que vous créez votre compte, vous bénéficiez déjà d'une séance gratuite et du petit exercice du pompage et du petit exercice des éventails tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez pouvoir eh bien, aller plus loin et être un peu accompagné au long cours, découvrir un petit peu tous ces exercices, eh bien, il suffit d'aller sur offre découverte. Et une fois que vous êtes sur l'offre découverte, de pouvoir cliquer soit sur le 3 mois, soit sur le 6 mois, comme je l'ai fait ici. Et au moment du règlement, avec votre carte bancaire, si vous êtes sur ordinateur, eh bien, ici,
voilà, il y a ajouté un code promotionnel. Si vous êtes sur un téléphone, ça sera là-bas tout en haut. Vous ferez attention, c'est vraiment écrit en tout petit ici. Ajouter un code promo. Ce code promo, je vous le donne. Il s'agit d'écrire le mot Zen 30. Zen, Z-E-N en majuscule, 30 comme 30%, le tout collé. Voilà, Zen 30. Et en fait, ça va modifier le tarif qui est ici. Si je vous le fais, regardez, hop, Zen 30. Voilà, on fait appliquer. Et magie, le total descend à 126 €. Voilà pour ce que moi, je pouvais vous dire sur cette notion du stress, cette notion aussi de ces fameux 2-3 cerveaux et comment en fait on peut aussi les gérer. Alors, je vous laisse ma page en fond. Je suis toujours disponible. Je suis quelqu'un d'extrêmement humain et de très disponible par mail à contact@toyaenco.com avec le tiré du 6. Vous nous retrouvez sur Facebook, suivez-nous puisqu'on fait beaucoup de publications justement sur ces notions de stress, de douleur et autres. Vous allez nous trouver à Toya&Co. Vous allez nous retrouver aussi sur Insta avec Toya Mapos Sofro et le tiré du 9 à chaque pause. Et puis mon téléphone. Tiré du 8. Du 8, merci. Et mon téléphone, le 06 48 60 89 43, qui vous est grand ouvert. Vous ne me dérangerez jamais puisque mon téléphone est toujours en mode silencieux. C'est comme ça déjà que je fonctionne à la base avec mes clients. Je réponds toujours. Peut-être pas toujours dans l'immédiat, mais je réponds toujours. N'hésitez pas à me faire un WhatsApp, n'hésitez pas à me faire un message, un SMS, même si peut-être parce que tout à l'heure, on n'aura pas répondu à votre question, peut-être parce que la question, elle va vous venir dans 2 jours ou dans 3 jours. N'hésitez surtout pas. Vous savez, il y a une théorie qui dit il n'y a pas de questions idiotes, il y a que des réponses débiles. Et là, pour le coup, c'est moi qui fais les réponses. C'est aussi ça, être partenaire. On est là aussi pour vous. Moi, je sais que la sophrologie est une réponse. La gestion du stress, c'est notre base. Hein. Voilà. Et la gestion du stress et des émotions, ça a un impact énorme sur le quotidien. Quand on a créé Toya, l'idée, c'était ça. C'était de pouvoir ramener la sophrologie à un plus grand nombre. Moi, je suis hyperacousique. Je suis... comment on appelle ça, acouphénique et je suis bourrée de douleurs neuropathiques. Donc, je peux vous garantir que quand on est dans cette notion ici, dans cette phase-là, eh bien, le quotidien, il est beaucoup plus facile. Il n'est déjà pas simple à la base, hein, parce qu'on a compris que les Teletubbies, les licornes, ça ne fonctionnait pas. Mais je peux vous garantir que déjà, c'est beaucoup plus facile. Voilà, moi, je vous laisse cette slide-là. De toute façon, vous la retrouverez sur le site. Sachez que la promotion des -30 est valable jusqu'à la fin du mois. Sinon, on repartira sur la base des -20%. On va modifier l'application à partir de certainement décembre. C'est aussi pour ça qu'on fait cette promo, parce qu'on va certainement passer sur un paiement mensuel, ce qui fait que là, pour le coup, ça sera un petit peu plus cher. Ça sera en fait 30 €, 29,90 €, 30 € par mois. Mais pour le coup, aujourd'hui, à 126 €, vous êtes à 21 €, donc vous êtes obligatoirement gagnant. Et ça ne vous empêchera pas, si vous vous abonnez maintenant, de profiter de tout le contenu qui va être rajouté. On va avoir plein de petites choses. Je passe mon IRM, qu'est-ce que je fais? Je dois demander ça à mon patron, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas dire non, qu'est-ce que je fais? Je passe mon permis de conduire, qu'est-ce que je fais? En fait, on va avoir une multitude de petites vidéos et notamment toutes les petites vidéos de respiration que je suis en train de finir de monter. Voilà, j'espère que ça vous a apporté des petites réponses. Je suis prête pour votre flux de questions. Je vous remercie.